Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste te rappeler que je l'ai tourné juste avant les 16e de finale et que par conséquent, je parle de certaines équipes qui sont peut-être éliminées de la compétition aujourd'hui. L'analyse reste quand même valable et tout ce que je dis sur les équipes sont quand même vrais, mais c'est juste que c'est à nuancer par rapport à leur statut dans la compétition. Voilà, écoute, je te laisse avec la vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao. Quand on regarde les phases finales de Coupe du Monde, on tombe souvent dans un piège. On pense que les meilleurs sont qualifiés et puis basta. Alors qu'en réalité, c'est bien plus que ça. Certains confirment ce qu'on imaginait et d'autres révèlent des choses un peu plus profondes. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mental de Match. Aujourd'hui, on va faire un bilan et tirer les 4 enseignements de ces phases de poule de la Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. C'est parti. Alors, bien évidemment, je voulais commencer cette vidéo en parlant du meilleur joueur de l'histoire. Oui, je suis fan de Lionel Messi, bien évidemment, vous l'aurez compris. Lionel Messi qui a fait un début de Coupe du Monde exceptionnel, un triplé face à l'Algérie, des performances exceptionnelles, des buts contre l'Autriche. Voilà, ça a été vraiment émouvant de le voir à ce niveau-là, à 39 ans, parce qu'on parle de longévité, on parle d'hygiène de vie, on parle de talent, etc. Mais réaliser cette performance-là à cet âge-là, c'est bien au-delà de ce qu'on imaginait. Et on avait des doutes sur est-ce que Messi serait encore au niveau à 39 ans. Et un grand joueur a dit un jour, tu me parles pas d'âge. Et ben là, ça marche dans l'autre sens. Bien évidemment, Lionel Messi a montré qu'il était le plus grand joueur de l'histoire, meilleur buteur en Coupe du Monde. Et c'est exceptionnel. Et au-delà des stats, c'est la sérénité qui renvoie au groupe parce que c'est pas un joueur qui va faire des efforts. C'est pas un joueur qui va beaucoup courir, qui va faire des sprints, etc. Par contre, à chaque prise de balle, il renvoie de la sérénité et il calme instantanément tout le groupe. Dans des moments où parfois ça peut être un peu compliqué avec de l'enjeu, avec de la pression, etc. Dès qu'il prend la balle, il y a une espèce de calme, de cathédrale qui s'impose immédiatement. Et ça renvoie une sérénité qui est folle à son équipe. Et ben, bien évidemment, les émotions des uns influencent les autres. Et donc si on a un joueur capable d'être stable émotionnellement et de renvoyer cette sérénité, ben forcément tout le groupe a beaucoup plus de sérénité et avance beaucoup plus sereinement. Maintenant, la limite c'est à quel point il va être en place contre des équipes, par exemple je pense à l'Angleterre, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Espagne, je pense à toutes ces équipes-là qui ont beaucoup de talent, qui sont capables de museler les joueurs importants. Face à ces équipes-là, qu'est-ce qu'il renverra comme image? On le verra dans la suite de la compétition. En tout cas, j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir à quel point il va être fort contre ces équipes-là. La deuxième chose que je voulais parler, c'est bien évidemment de l'équipe de France avec 3 matchs, 3 victoires, aussi simple que ça. D'un point de vue psychologique, c'est la capacité d'adaptation. On en avait parlé dans la première vidéo sur la favori, ben ça s'est exactement confirmé là. Un début de match très compliqué, une première mi-temps très compliquée contre le Sénégal. Et puis après ça a déroulé. Après ça a déroulé avec Kylian Mbappé qui a marqué un doublé. Dans la suite de ce match-là, Michael Olise qui est hors catégorie pour moi, le meilleur passeur du tournoi de très très loin. Avec Harry Kane, ça joue quand même, mais il est quand même bien au-dessus. Un joueur d'exception, un joueur voilà, qui est capable sur une action de changer le cours d'un match. Et ça, c'est exceptionnel d'avoir ça dans son équipe. Donc une capacité d'adaptation qui s'est confirmée ensuite avec le match contre l'Irak, ils ont un peu plus dominé, qui est normal. Et après, face à la Norvège, pareil, un début de match un peu tonitruante et puis un petit calme ensuite avec le triplé de Dembélé. Puis tout de suite, ça s'est calmé avec la réduction du score de la Norvège. Et puis après, à la fin, ça a fini par bien finir pour le coup. Mais voilà, capacité d'adaptation, sérénité dans toutes les prises de décision. La France envoie un gros message à ses adversaires parce que c'est une des équipes qui est la plus dangereuse, en tout cas qui est capable sur pas grand-chose de faire des grandes différences. Le troisième enseignement dont je voulais parler pour cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2026, c'est toutes les équipes africaines qui sont parvenues quasiment à 90% à part la Tunisie. Désolé mes amis tunisiens. À passer ces phases de groupe. On pourrait parler de la Côte d'Ivoire qui n'a perdu que d'un but face à l'Allemagne. On pourrait parler de la RDC qui fait match nul contre le Portugal. On pourrait parler du Maroc qui fait match nul contre le Brésil et qui pour moi est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui dans le jeu. Le Sénégal qui a fait 2 défaites sur les 2 premiers matchs mais contre la France et la Norvège qui contre la France en première mi-temps pour moi a dominé. La Norvège a quand même marqué des buts. On pourrait parler aussi de l'Algérie qui après le premier match compliqué contre l'Argentine s'est relevé et finalement a réussi à se qualifier. Enfin voilà, il y a énormément d'équipes qui sont joueuses, qui ont envie de montrer que l'Afrique, ça y est, ne joue plus seulement pour exister, joue pour confirmer un statut. Et ça, c'est une grande évolution. Alors, bien évidemment, sur le plan émotionnel, il y a énormément de progrès à faire,
parce que c'est compliqué parfois pour ce genre d'équipe de gérer leurs émotions, mais globalement, il y a un énorme progrès. Et sur le plan mental, ça se voit avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de rigueur tactique. Ça, c'est un grand pas en avant et c'est très bien d'avoir des équipes comme ça qui sont capables d'être au niveau des plus grandes nations. Alors, pour terminer, j'adore la Coupe du Monde parce que il y a souvent des équipes qu'on n'attend pas et qui sont quand même là. Alors, je pourrais parler du Japon, je pourrais parler de Cap-Vert qui s'est qualifié pour les 16e de finale. Mais il y a plein d'autres équipes qui ont confirmé plus ou moins leur statut et que j'ai pas mis forcément dans les 2 premières vidéos. C'est l'Angleterre. Je commence par l'Angleterre parce qu'ils ont gagné 4-2 contre la Croatie. Ils m'ont fait une grosse impression avec Harry Kane énormément présent, décisif, avec des passes D, des buts. Donc ça c'était très bien. Après ils ont été un peu en retrait contre le Ghana avec le petit match nul, mais voilà, ils sont au niveau, ils montrent leur statut de vice-champion d'Europe et ils sont au niveau attendu. Et j'en ai pas parlé parce que l'Angleterre souvent en Coupe du Monde ça déçoit. Donc je prends des pincettes parce qu'il faut faire attention. Mais pour moi ils sont parmi les favoris pour la victoire finale. Après ces phases de poule, ça ne fait plus aucun doute. Je voulais parler aussi des Pays-Bas qui, après leur match nul contre le Japon, ont réussi à s'imposer et à se qualifier pour les 16e de finale. Ça n'a pas été simple au début, mais puis après, ça a déroulé petit à petit. Un gros carton contre la Suède, 4 ou 5-1 je crois. Ça a été un gros match. En tout cas, ils confirment un statut important dans cette compétition. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir jouer leur statut à fond. Et puis le Brésil, un peu inattendu. Alors juste Neymar, je m'y attendais qu'il joue pas autant, hein, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais voilà, ils sont aussi là dans la compétition, il faut match contre le Maroc. C'est un peu en dents de scie, mais c'est quand même au-dessus de ce que j'attendais. Je les attendais un peu plus faibles, pour être honnête. À voir après dans la suite de la compétition. Voilà pour mes surprises en tout cas. Alors ces 4 enseignements ne disent pas qui sera champion du monde le 19 juillet, mais ça raconte déjà pas mal de choses, des choses profondes, des identités qui se décident, et ça va avoir son impact à un moment donné. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence, avec une épée de Damoclès sur chacun des matchs. Est-ce que on va réussir à se qualifier ou pas? C'est tout l'enjeu de ces 16e de finale, de ces 8e de finale et de la suite de la compétition. J'ai hâte de voir ça. Dis-moi dans les commentaires quels sont tes enseignements de la phase de groupe. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.